Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est toujours là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Success. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer les 3 dernières étapes du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors exactement, alors je te propose qu'on passe rapidement sur les étapes de lundi et de mercredi et qu'on revienne un peu plus en détail sur le contre-la-montre par équipe qui est la grosse l'événement important de ces 3 jours là. Donc pour commencer l'étape de lundi, on a une échappée d'une dizaine de coureurs qui s'est dessinée dès les premiers kilomètres, dès les 20 premiers kilomètres, et c'est le Danois Charmig de Uno-X qui s'impose. Alors toi Nathan, tu veux nous dire un mot sur cette étape? Alors, une étape tout à fait, ma foi, très intéressante, hein, avec des échappées, enfin surtout une grosse échappée, avec notamment forcément Anton Charming, Raoul Garcia Pierna pour la Movistar, Clément Brasanfonso de FDJ, Baptiste Weishofer pour l'auto. Voilà, des bonnes Ouais, pas bêtes à mal de rouler. Français. Ouais, voilà, exactement. Donc, et puis Anton Charming, moi personnellement, quand j'ai vu qu'il était dans le groupe, c'était mon favori pour la victoire. Mais par contre, c'est plutôt la manière qui m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'il règle au sprint 3-4 coureurs. Sauf que là, c'est lui qui a attendu le bon moment pour asséner l'attaque finale. Et je m'attendais plutôt qu'il attende l'arrivée pour essayer de régler le sprint. Mais non, il a été acteur. Et il conclut son très bon début de saison avec notamment plein de top 10 autour de Catalogne et etc. Donc ça fait plaisir pour la UNOX. Yes, et il y avait donc pas mal de Français, dont certains qu'on connaît pas trop. Je pense notamment à Renard Aquin et aussi à Westrofer. Tu veux nous en présenter un des deux, peut-être Westrofer? Oui, tout à fait. Baptiste Weistrofer, c'est un spécialiste des échappées qu'on commence à connaître depuis 2 saisons, j'ai envie de dire. Moi, la première fois qu'il m'avait impressionné, c'était quand il avait pris l'échappée à Milan-San Remo en 2025. Il avait fini dans les 10 derniers kilomètres d'une course de plus de 250 bornes, hein, donc c'est assez remarquable. Et là, il avait fait une échappée, sa première échappée victorieuse sur le Tour Oman en 2026, et ça commence à payer ses échappées parce qu'il commence à savoir comment vraiment il faut faire pour arriver au bout. Et je pense que ça peut nous augurer de grandes choses s'il va sur le Tour de France. Et moi, personnellement, Baptiste Weishofer, j'adorerais le voir dans une grosse équipe telle que UAE ou Visma, ou même Decathlon, pourquoi pas, dans un rôle de coéquipier. Parce que je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Ok, merci pour cette petite présentation. À noter que là, lundi, il s'est fait rattraper par le peloton, il finit même derrière, hein. Ouais. Sur l'étape d'aujourd'hui, alors en combat toute la journée, et l'échappée d'une dizaine de coureurs là encore, mais par contre qui s'est battu avec le peloton pour arriver à franchir la ligne devant et rester en tête, et ils y sont parvenus avec 4 secondes d'avance sur le peloton, et c'est l'américain Quinn Simmons qui s'impose au sprint. Alors toi, un petit mot sur cette étape-là? Moi, personnellement, cette étape, j'étais quasiment certain qu'elle allait arriver au sprint, notamment avec l'énorme travail de toute la Visma Bike. Eduardo a fini forcément en première position, mais même Matteo Jorgensen a mis la main à la pâte pour faire sprinter Wout van Aert. Ineos aussi a roulé, même Jayco un petit peu.
pour Michael Matthews, mais cette échappée, elle a mis beaucoup de temps à se former. Donc on se disait que bah c'était mort. Mais ils ont eu 1 minute 30 au maximum. Mais sur la fin, l'écart est resté sur les 20 secondes, pardon. Mais ça a jamais vraiment bougé. Et du coup, ben, grâce notamment à la supériorité numérique de la Total Energy et de la Movistar, ils ont réussi à collaborer tous ensemble. Ils se sont très bien entendus dans l'échappée, ce qui leur a permis de pouvoir se jouer la victoire. Et Quinn Simmons a pu régler le sprint, lui qui est un petit peu très très à l'aise dans les échappées comme ça, notamment l'année dernière sur le Tour de France et sur le Tour de Romandie, où il avait eu son premier succès. Ouais, oui, il est très costaud lui, donc quand là ça roulait toute la journée, ils se sont pas arrêtés. Effectivement, c'est pas étonnant de voir Et qu'il ça avait fait plus plaisir d'énergie que les autres dans le final. de voir des échappés remporter des étapes en 2026. Ouais, ouais. Alors à noter, Matthews, il a pas fait le sprint là, je viens de voir, 65e, t'as vu? Bon après il jouait pas la victoire, hein. Mais quand même, sachant qu'ils étaient pas loin, t'aurais pu attendre qu'ils soient placés. Bah oui, tout à Voilà. fait. Ça m'a surpris également. Et j'ai vu une déclaration qui disait que vu qu'il est en reprise, il voulait pas jouer le sprint massif pour son début de saison à lui, car il avait un petit peu peur de frotter pour l'instant. D'accord. Ok. Bon, super. Eh ben, je te propose qu'on passe à la partie un peu plus intéressante, surtout côté Paul Sexas, hein. Le gros Euh, morceau. voilà, de ces 3 jours-là, c'était la partie contre-la-montre par équipe, où on a eu la victoire de la Visma devant Ineos. Petite surprise d'Education First qui finit à moins de 30 secondes. Exactement. Lidl Trek, Red Bull et Decathlon à 45 secondes de la Visma. Alors toi, ton sentiment sur ce contre-la-montre par équipe, si je mets Bah, mon sentiment, moi, il est très simple. C'est que j'ai pris mon pied sur ce contre-la-montre par équipe. Moi, je préfère les contre-la-montre par équipe aux contre-la-montre traditionnels. Déjà parce que ça va plus vite à regarder. Je trouve ça plus dynamique. On reste pas 3 heures devant la télé à s'ennuyer. Et puis en plus, là, avec ce nouveau format, moi, j'étais un petit peu sceptique. Mais finalement, je me rends compte que ça met en valeur toute l'équipe, en fait. Car ça permet des stratégies. Sur le plat, on va mettre les gros rouleurs. Après, s'il y a des petites bosses, on va mettre les punchers. Et puis à la fin, on met le favori. Donc, c'est vraiment très intéressant. Surtout quand il y aura Pogacar, Vingegaard, etc. Là, ça prendra tout son sens. Et puis, j'ai trouvé que sur ce contre-la-montre, il y avait eu des gros écarts. Je m'attendais pas à autant d'écarts. Je pensais qu'on aurait les leaders à 20 secondes, mais pas plus que ça, quoi. Eh ben ouais, alors déjà moi je partage ton avis complètement sur le format. Moi aussi j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré. D'habitude c'est sur les 3 meilleurs ou 4 meilleurs, ça dépend des compétitions. Et c'est vrai que les équipes elles se gardent toujours un ou deux coureurs de marge au cas où. Et du coup les stratégies se ressemblent totalement. Alors que là, Decathlon, mais pas aussi pire que Paris-Nice, mais pareil, ils se sont beaucoup consommés. Au contraire de Lidl par exemple qui s'est bien plus préservé, et donc tu as des stratégies totalement différentes. Voilà, c'est plaisant à regarder, tu as des équipes qui peuvent partir plus fortes, et alors là ça c'est peut-être un peu moins vu. Celles qui ont perdu un peu de temps, c'est peut-être plus des soucis mécaniques ou je pense à Ineos auquel on a attendu Only, mais sur le Paris-Nice par exemple, tu voyais Decathlon qui est parti très fort et puis au final ils se sont beaucoup consommés. Alors ils avaient plus qu'un gars à la fin qui a essayé houleux de limiter la casse. Voilà, bref, ça permet pas mal de possibilités. Donc moi j'adore vraiment ce format. Et puis c'est un contrôlement, c'est pas le même délire en fait. Le contrôlement par équipe traditionnel, c'est le collectif qui est entier, qui est plus fort que l'autre. Là, ça va donner la possibilité au collectif de mettre en valeur un gars. Donc, c'est-à-dire on propulse
un gars pour qu'il soit. On essaie de faire en sorte, on met tous nos moyens pour que ce gars-là franchisse la ligne avant les autres. Donc c'est hyper intéressant aussi comme concept. Voilà. Et sur les écarts, ouais. Alors moi j'ai été déçu, je peux le dire, même de la part de Decathlon, parce que je me disais avant l'étape, moins de 30 secondes, ça serait pas mal. Hein, on sait qu'il y avait Riccitello qui partait pas, il partait à 1 de moins. 30 secondes, ça fait 1 seconde par kilomètre, ça fait 1 km/h pratiquement à ces vitesses-là. Donc voilà, je me disais moins de 30 secondes, c'est un peu l'objectif. Ils finissent à 45 et c'est surtout la manière je veux dire, on voit pas trop d'axes d'amélioration côté Decathlon, alors qu'il y en a peut-être plus sur les équipes Visma ou Ineos, mais ça je te propose qu'on y revienne justement. Bah, Ouais, vas-y. pour le côté axe d'amélioration sur Decathlon CMA-CGM, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Parce que Ouais, mais pour attends, moi, tu vas me parler de Bissegger. ouais, Tu vas c'est me parler de ça. Bissegger. Oui, mais côté Visma et Ineos, ils ont eu aussi des problèmes et justement, ils ont eu Exactement. au moins autant de problèmes. T'as Au raison. moins autant de problèmes. Donc je te propose qu'on passe justement sur les points négatifs. Là, côté Decathlon, côté Paul Sexas, les points négatifs là sur ce contre-la-montre que tu as noté toi. Alors, bah, évidemment, celui qui nous vient le plus à l'esprit, c'est Stéphane Bissegger qui pète à 9 minutes. Mais pour moi, c'est pas vraiment une méforme de la part du Suisse. C'est plutôt qu'avec le recul, on se rend compte qu'il a peut-être pas été utilisé au meilleur des moments, car ils l'ont mis à travailler tout de suite, alors que à ce moment-là, il y avait encore des petites bosses sur le parcours. Et ben, le Suisse est un extrême très bon rouleur, sauf que bah, quand ça monte, forcément, il est plus lourd que les autres, donc son énergie se consomme plus vite. Et après, bah, il a jamais pu reprendre son énergie pour, euh, pour rouler dans le faux plat descendant de la fin. Il n'a même pas pu y arriver parce qu'il a pété avant. Oui, il a pété avant le premier intermédiaire, donc Et par ça là aurait autour été du vraiment très utile quoi, pour la Décathlon. 6 km et demi, 7 km là par là, il a pété. Donc oui, effectivement, il y avait ce kilomètre là à près de 6% qui a dû lui faire mal. C'est ça. Et voilà, c'était pas le profil idéal et il est peut-être allé trop vite. Enfin, côté Décathlon, hein. D'ailleurs, on a vu Houle qui a fait le signe à Sexas d'y aller un peu plus mollo, hein. Ouais, C'était c'est dans la ça. première partie. Exactement. On mettra l'image Donc, d'ailleurs. ouais, pour ceux qui regardent la vidéo, on essaiera de mettre l'image. Et ouais, peut-être que vu les profils, il aurait fallu rétrospectivement, hein, c'est toujours plus facile à dire Ouais, après, exactement. essayer de s'économiser jusqu'au deuxième intermédiaire pour faire passer Bissegger. Mais bon, après, est-ce que c'est une bonne technique? Je sais pas dire non plus, hein, parce que tu peux attendre, mais tu peux attendre longtemps aussi, hein. Il y a des équipes qui sont montées moins vite, mais qui ont jamais pu rattraper leur retard non plus. Donc bon, toujours compliqué Après, d'être sûr. Ce qui est sûr, par contre, juste que je voulais dire, excuse-moi, c'est que sur le Tour de France, on n'aura pas le même profil, on aura un profil plus linéaire. Les montées seront vraiment dans le final, les deux montées. Donc, il y aura moins à se poser la euh, question. voilà, il y aura moins à se poser la question. Et Bissegger, lui, il devrait tenir les 15 premiers kilomètres, hein. Donc, Exactement. vas-y, je te laisse reprendre. Ben, moi, je voulais dire que, à part cet élément Stéphane Bissiger, je trouve que pour Decathlon, il y a plus de côté positif à noter que de points négatifs. Bon, ok, ça se ressent peut-être pas sur le temps, mais j'ai l'impression que le collectif a été, tout le monde a travaillé correctement, ce qui était encore là, notamment Danoule, qui on l'encense depuis le début de saison, mais a raison car il livre des performances exceptionnelles, même dans les montées, alors qu'il est... Alors attends, on y reviendra tout à l'heure sur Danoule et sur le côté positif, reste sur le négatif. Donc toi t'as rien d'autre côté négatif? non, vas-y alors, je Moi, te laisse y aller. bah moi côté négatif, il y a le fait que bah t'as Prud'homme qui a eu du mal notamment autour du deuxième intermédiaire là, alors que ça c'était de la montée normalement, c'était plutôt favorable, il était encore dans les roues, alors
voilà, hein, c'est peut-être un rythme trop dur pour lui, hein. On sait que sur Paris-Nice, d'ailleurs, c'était en montée, si je dis pas de bêtises, dans le faux plat montant, qui lâche la roue de Danoulo. Oui, exactement. Euh, Il avait déjà pété à ce moment-là. ouais, voilà, je veux pas l'accabler, hein, mais bon, c'est un peu dommage parce que c'est plus son terrain, quoi. Et bah, le fait qu'il se soit beaucoup consommé, voilà, puisqu'ils arrivent en bas, bah, ils sont deux, et ils ont fait une bonne partie là de la fin à 3. Je sais pas jusqu'où exactement, mais ils étaient 3 sur tout le final, hein. Mm. Donc ils ont été 3 assez rapidement par rapport aux autres. Et surtout, moi ce que je voulais dire, c'est par rapport aux autres équipes aussi, les autres équipes ont eu des problèmes, tu vois, et pas Ouais. qu'un peu. Visma qui est en tête, ils ont Van Aert qui pète dès le début, pareil, comme Bissegger, à Mm. peu près au même endroit. Exactement pareil. Ils ont Ben Tulette qui a un incident mécanique à 11 minutes, donc juste après le premier intermédiaire, dans la descente. Donc au final, ils n'ont pas tellement profité de leur supériorité numérique. Quelques kilomètres, quoi. Mm. Côté Ineos, on a eu Watson qui a eu un incident mécanique. Plus Exactement. après, ils ont perdu pas mal de temps à attendre nuit. Mm. On y reviendra. On y reviendra. Voilà. Et côté UAE aussi, il y a Oliveira qui a pété vachement vite. Lui, Qui pareil, a avant le premier abandonné intermédiaire. d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, ouais, il a abandonné. Voilà, donc tout ça pour dire, Decathlon, ok, ils avaient pas Richitello, c'était un de moins. Ils ont Bissegger qui a pété rapidement. Mais les équipes qui gagnent, ils ont eu des gros problèmes aussi. Et voilà. Je pense, honnêtement, s'ils n'ont pas des gros problèmes, les équipes qui gagnent, ils mettent plus d'une minute à Decathlon, hein. C'est vrai. Alors que sur le Paris-Nice, l'étape du Paris de Paris-Nice, hein, je sais pas si je l'ai quelque part, ouais, je l'ai là. Et bah voilà, Decathlon, il avait fini à 11 secondes. Alors c'était plus court, c'était 23 km et demi. Ils avaient fini seulement à 11 secondes. Alors c'était Danoulle qui avait bien fini, avec Houle, Prodhomme, Bissegger qui était resté le plus longtemps. Donc 3 hommes qui étaient présents aujourd'hui. Mm. Donc voilà. Plus on avait dit qu'on les avait bien vus s'entraîner au contre-la-montre par équipe en Sierra Nevada sur leur Strava. Donc voilà, moi je pouvais m'attendre à mieux. On évoquait même potentiellement, hein, si toutes les planètes étaient alignées, la possibilité de prendre le maillot jaune à Barcelone le premier jour sur le Tour de France. Là, aujourd'hui, on n'en est pas là. Je sais pas ce que t'en dis, mais l'idée, ça va être de limiter la casse après ce qu'on a eu aujourd'hui. Moi, c'est mon point de Après, vue. Surtout que Visma va faire rentrer. Bon, ils vont changer un peu leur effectif, mais potentiellement, ils pourraient faire rentrer Campenart, Vingegaard, tu vois. Voilà, Vingegaard, Campenart, voilà, c'est pas les derniers rouleurs, hein. non. Après, Euh, après, comme tu l'as ouais, dit, c'est le profil qui va changer. Du coup, plus comme un peu une course de côte, j'ai envie de dire. Donc là, les Bissegger et Danone vont pouvoir se consommer assez rapidement. Et après, bah, les potentiels punchers que sont Paul Sixas, Léo Bizio, Richie Toledo, etc., pourront rouler, pourront terminer le travail, comme le fera Tadej Pogacar, etc. Donc peut-être que ce profil-là leur sera plus avantageux, et surtout que Paul Sixas peut-être sera plus en forme, car normalement il a préparé son pic de forme pour le Tour de France et non pour le Critérium du Dauphiné, si on est logique. ouais, bah après j'ai envie de te dire, C'est Jorgensen, pareil pour tout j'espère le qu'il monde, a. Ouais, Jorgensen, j'espère que c'est pareil, les gars chez Ineos aussi. Voilà. c'est vrai. Euh, et ben, je te propose qu'on passe au point positif maintenant, côté Decathlon Sexas, sur ce contre-la-montre. Qu'est-ce que tu retiens de positif? Alors, tu nous as parlé de Dan Houle, effectivement, gros travail du néerlandais, champion du Pays-Bas, qui a résisté pratiquement jusqu'au bout, hein. Quand il s'écarte, c'est parce que derrière, il sait qu'il n'y a plus que quelques centaines de mètres pour que Bissio lance Sexas. Donc
effectivement, un gros boulot du Néerlandais qui a pris des gros relais. Il était là où on l'attend. En plus, avec sa carcasse, là, il protège bien Ouais, c'est les ça. gars dans l'arbre. Et puis, bah, Léo Euh, Bigot, qui a accompagné Sexas plus tard que ce que je pensais, qui fait Ah oui, vraiment impressionnant. un Dauphiné exceptionnel pour l'instant. On va voir comment Impressionnant. ça se passe en montagne. Mais pour l'instant, j'ai vu passer une déclaration comme quoi il allait faire les championnats de France et qu'il était plus prévu sur la Vuelta. Mais peut-être que bah, les plans pourraient être changés et on pourrait envisager un Tour de France en Ah voyant bah, la fin du Dauphiné. On verra comment ça se passe. Mais enfin, en voyant ça, oui, non mais alors t'as raison, faut voir la fin du Dauphiné, on va finir la semaine, mais là, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est le gars à mettre en deuxième après Houleux sur ta liste, hein, pour l'instant, là, sur les 2 jours où il a eu à être là, il a été parfait. Bravo à lui. Effectivement, gros point positif de ce contre-la-montre par équipe. Et puis il y a la montée finale, hein, Paul Sexas et sa montée finale. Hein. exactement. Là, j'ai sorti un petit tableau pour ceux qui ont la vidéo où j'ai noté les temps de la montée. Alors bon, c'est à la seconde près. Hein. Je suis pas allé chercher les dixièmes parce que j'ai chronométré à partir de ce qu'on voyait en vidéo. Donc t'as les Visma et Jorgensen qui montent en 1,33 par rapport au virage. Hein. Tu sais, le virage là, en épingle. Vauclin Only en 1,40, 1,41 pour Baudin, 1,36 chez Van Gils Martinez, 1,34 pour Sexas et 1,37 pour Del Toro. Donc la meilleure montée c'est Jorgensen en 1,33, Sexas fait 1,34 juste derrière. Voilà, t'as Del Toro à 1,37. On n'a pas la Lidl parce que au pied de la montée c'est quand il y a Tulette qui crève. Mais voilà, qu'est-ce que ça nous dit d'ailleurs? J'ai vu sur ce travail, il avait pris le com hein, du début de la montée, de la première partie. Mais il n'y a pas tout le monde sur ce travail, donc c'est pour ça que je voulais le faire au chrono. Qu'est-ce que ça nous dit là? Ben, ça nous dit que c'est en pleine forme. Hein, parce qu'il il a 1 seconde derrière Jorgensen, alors que Jorgensen, ils étaient 3 ou 4 en bas au pied. Enfin bref, Jorgensen a eu beaucoup moins à travailler que 3, ouais. Sexas. Ouais, Jorgensen a eu beaucoup moins à travailler que Sexas, et il prend que 1 seconde. Donc voilà, moi ça me fait dire que là il est bien, Paul. Ouais, tout Non? à fait. Après, c'est ce à quoi on s'attendait. Je pense que le contraire nous aurait déçus pour le coup. Là, Paul Sexas, il tient son rang de favori du Tour Auvergne-Rhône-Alpes et pourquoi pas favori et leader à la fin du Dauphiné. Mais je pense que en montagne, ce sera tout aussi impressionnant. Enfin, je l'espère. Ouais. Et qu'on peut dire aussi, l'autre point positif, c'est par rapport à UAE, où ils ont récupéré du temps. Là, pareil, UAE, leur équipe va évoluer forcément Oui, sur le Tour de France. ça n'aura rien à Mais, voir. ouais. Mais là, c'est quand même un bon indicateur, surtout par rapport à Del Toro. Hein. Sur la montée finale, pareil, Del Toro, il perd un peu de temps sur Sexas. Pas Et tant que ça finalement. Il a bien rattrapé la ouais. performance de son équipe. Ils étaient combien en bas de la montée, UAE? Je me souviens plus trop. Ils Euh, étaient nombreux ou... Je me sur le souviens plus comment final, ils il y avait finissent. Kevin Vermark et Del Toro. Ouais, ok. Donc c'était un peu juste eux aussi, ouais. Ok. Parce que par exemple, tu vois, alors on n'a pas le temps de la Lidl, j'aurais bien aimé la voir parce que eux, ils ont été groupés vraiment longtemps. Les gars qui ont Ouais. lâché, c'est vraiment dans les derniers hectomètres là, chacun passait son dernier relais quoi. Esquelmose, incroyable. Ouais, mais et Skelmozo et Ayuso, ils ont un peu sauté leur relais là sur la fin, aussi pour reprendre des forces. Et Ayuso, Mm. quand tu le vois franchir la ligne d'arrivée, la tête qui tire, il avait l'air dans le dur. Hein. Donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir le temps. Mais je pense Euh, que il s'est rassuré quand même, malgré son mauvais début de saison. Enfin, notamment à cause de sa chute à Paris-Nice.
là, on voit qu'il est de retour, quoi. Ah, bah moi je demande à voir, parce que comme je te dis, il avait l'air de souffrir dans la roue de Skelmose. Hein. Ouais, mais il a quand même travaillé à des moments, hein. Il a quand même passé ses Oui, relais, oui. je trouve. Oui, oui, il a passé ses relais, mais je veux dire, normalement c'est lui qui est censé être plutôt devant Skelmose, non? Ouais, après, Skelmose, c'est un très bon puncher, hein, donc... Ouais, ouais. Bon, écoute, et ben on verra ça ce week-end. Moi, je suis pas hyper serein pour lui, perso. on Voilà. verra. Et on voit que Vauclin Only, qui ont pris pas mal d'avance au général sur Paul Sexas, bah ils sont dans les moins bonnes montées, hein, dans des temps comparables à Baudin. Baudin au passage qui a sauvé son maillot Ouais, jaune, bravo, hein. Bravo IF, on les attendait pas ouais, forcément à pareille exactement. fête. Et bravo à Baudin là, chapeau. Hmm. Voilà, j'ai en dessous pour ceux qui ont la vidéo les temps par rapport à Decathlon, notamment ceux que j'ai mis en bleu là, c'est l'intermédiaire 1, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Bah, on voit que Ineos a bien commencé et sur la deuxième partie c'est plus IF qui a performé et la dernière partie bah, Ineos a un peu moins gagné sur Decathlon bah, à cause du problème avec Only là. Le fait qu'ils ont dû l'attendre et justement je pense qu'on Ouais. peut y revenir là. Donc toi qu'est-ce que t'en penses là de cette séquence? Alors pour rappel, ils étaient combien? Ils étaient encore nombreux là les Ineos, bah, je pense il y avait Watson qui était pas là. Donc ils devaient être les 6 et t'as Only qui a un problème de chaîne. Et voilà, ils se mettent à l'attendre. Visiblement, Vauclin était pas d'accord. Enfin, il était pas en phase avec la décision, on va dire. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce moment? Bah ouais, moi j'ai trouvé ça assez perturbant et ça va nous donner l'occasion d'instaurer une rubrique. C'est le coût du kilomètre et c'est moi qui vais commencer aujourd'hui. C'est que mon Ouais, parti donc pris. alors, ouais, vas-y. Donc le Ouais, coup du kilomètre, voilà, c'est juste une séquence pour exprimer une prise de position sur un sujet d'actualité ou autre. Donc là, ta prise de position, c'est sur Kevin Vauclin et Oscar Only. Vas-y, dis-nous oui, tout. c'est ça. C'est sur la stratégie globale, sur le chrono et sur le Dauphiné de l'équipe Ineos, d'avoir deux co-leaders en la personne de Kevin Vauclin et d'Oscar Honley. Là, on a vu que sur ce chrono, clairement, c'était tout pour Oscar Honley, car quand il a eu son problème mécanique d'ailleurs, il a pu revenir assez vite. Malheureusement pour le Français, je pense que lui, il aurait bien voulu finir tout seul. Et là, on se rend compte que chez Ineos, dans la tête des directeurs sportifs, il n'y a qu'un seul leader, c'est Oscar Honley. Alors que pour moi, je les mets vraiment sur le même pied d'égalité dans ma tête. Et je pense que si on était parti sans attendre Oscar Honley, on aurait pu prendre le maillot jaune aujourd'hui. Et je pense que c'est une grosse occasion manquée. Et si j'étais Kevin Vauclin, honnêtement, je casserais mon contrat avec l'équipe Ineos pour une autre équipe, je sais pas, Astana, EF, qui sont en manque de leader. Car là, on voit que la formation britannique est tournée vers l'anglais Oscar Honley pour peut-être refaire comme Geraint Thomas, le gallois, ou Christopher Froome, un grand leader britannique sous les couleurs de l'équipe Ineos. Mais je trouve cette stratégie un petit peu malsaine finalement. Eh ben, beaucoup du kilomètre, Nathan. Moi, en tout cas, je te rejoins sur le fait que, effectivement, déjà, sans le problème d'Only, il gagnait. Pour moi, ils gagnaient l'étape et ils prenaient le jaune. Quand tu vois, ils étaient les plus rapides sur le premier secteur. Sur le deuxième secteur, bon, IF est plus rapide qu'eux, mais ils sont toujours devant la Visma. Et là où ils perdent du temps, c'est vraiment le dernier secteur, là où ils ont eu leur incident. Alors qu'en plus, Visma avait un homme de moins, avant l'incident, je parle. Donc il n'y avait pas de raison qu'ils perdent du temps. Bon, oui, qu'ils en perdent dans la montée, pourquoi pas, parce que ça, à la limite,
Voilà, c'est Vauclin qui a fait le train, donc il aurait fait le même tempo, je pense. Mais à mon avis, ils auraient eu largement le temps, avec ce qu'ils avaient gagné avant, pour, être devant. Et pour endosser le maillot jaune, ça fait aucun doute. Et ouais, bah écoute, moi ce que que je comprends pas trop, c'est qu'ils aient fait toute la saison ensemble, sur toutes les grosses courses. Ouais, c'est Voilà. ça. Parce que là, Pourquoi les mettre bon, toujours ensemble? Vauclin, il voulait peut-être pas faire le Tour de Suisse, mais bon, Olny aurait pu y aller, enfin je sais pas. Bah ouais, surtout Euh, on sait très bien qu'ils vont faire le Tour de France ensemble. Toute la saison est orientée pour préparer le contre-la-montre du Tour de France. Déjà Paris-Nice, ils nous disaient qu'ils étaient là en préparation de Barcelone. Alors, ok, Kevin Vauclin est un très bon rouleur, donc il n'y a pas de raison. Mais je trouve je pense qu'on doit lui dire t'es leader avec Oscar Onley. Sauf que dans la réalité, à chaque fois qu'on a l'occasion de favoriser Oscar Onley, comme sur Paris-Nice lors de l'étape d'Antest où il y en avait de partout, il faisait un ouais, temps pas possible, et ben on avait déjà privilégié Oscar Onley et jamais 203. J'espère que la troisième fois ce sera pas sur le Tour de France. oula, ouais, je suis convaincu parce que là, clairement. Alors après, moi j'ai un peu de mal avec Only à savoir ce qu'il vaut, honnêtement, parce que on a été capable de le voir hyper bon, mais aussi pas terrible du tout. Donc j'ai un peu de mal à cerner son niveau, alors que Vauclin, c'est le gars sûr, hein. Vauclin, tu roules pour lui, il va te faire le classement qu'il doit faire, il aura pas de mauvais jours, ça va être à peu près d'aplomb. Mais Ouais, c'est Only, linéaire. ouais, Only, il est peut-être intrinsèquement capable de te faire des meilleures choses, ce qu'il nous a montré en tout cas dans sa carrière. Mais des fois, moi je me demande si un, c'est pas un coup fumeux, ce Only, hein. Ouais, c'est ça. Et puis l'année dernière, le Tour de France, à part les trois premiers, finalement, après, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment révélateur du niveau d'Oscar Onley? Je sais pas. Ouais, je sais pas non plus, je suis d'accord avec toi. France, il nous pose encore des questions, l'histoire nous le dira. Alors je te propose justement qu'on parle du classement général. Là on a Baudin qui est toujours en tête, on a Vauclin, Only qui sont à 12 secondes, Jürgensen à 15, Ayuso à 47 et Sexas à une minute. Et derrière Del Toro à une 16. Alors, qu'est-ce que t'en penses toi? Avec les étapes de ce week-end, est-ce qu'il est toujours bon, Sexas, il est toujours dans les clous? Dis-moi tout. Bah, moi, honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pensais que Paul Success serait soit maillot jaune à ce moment-là de la course, soit à 10 secondes du leader actuel. Sauf que là, on a quand même une minute, près d'une minute de retard sur les principaux contenders, Kevin Vauclin, Oscar René, etc. Franchement, je m'attendais pas à ça. Après, évidemment, la victoire ne se jouera pas avant vendredi, samedi, dimanche. Donc, si vraiment il est aussi hégémonique que ce qu'on pense, il n'y aura pas de souci. Après, faudra quand même pas avoir de moins bien. Mais je pense qu'il est sûr de sa force. Ok. Moi, pour moi, il est toujours dans les clous. Il est favori, enfin dans les clous pour la victoire, s'entend. Parce que je suis d'accord avec toi qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi loin que des Ineos. Euh, mais avec ce qu'il nous a montré tout au long de la saison, il n'y a pas de raison qu'il mette pas la misère à Only, à Vauclin, à Jürgensen. Et Ayuso Ayuso, je del le sens. Toro, on verra. Ouais, mais je le sens pas, comme je te dis, Ayuso, moi, la tête qui tire dans la roue de Skelmozo. J'aurais bien aimé avoir le temps quand même, parce que je suis pas. Il m'a pas fait forte impression en tout cas. Alors que Sexas, encore une fois, il a roulé toute la journée, il a été moteur dans son équipe, et il fait le deuxième temps à une seconde de Jorgensen. C'est Il vrai. nous a montré qu'il était très fort dans ce Dauphiné,
Et avec le parcours qu'on a dans les trois dernières étapes du Dauphiné, il va pas y avoir de soucis. Hein. Il nous fait la montée du Tour d'Algarve où ils étaient tous là, à part Jorgensen, mais Jorgensen 10 jours après sur la Fondardage classique, il lui avait mis la même misère. Et bref, il nous fait pas du Tour d'Algarve, pardon, du Tour du Pays Basque où ils étaient tous là. Et ben c'est bon. Hein. Il y aura besoin que le vendredi soir pour qu'ils prennent le maillot. Exactement. Bon, j'exagère un peu, mais en tout cas samedi, à mon avis, samedi soir, il a le maillot. Et voilà. Voilà, à vous de me dire en commentaire, hein, je suis peut-être trop optimiste. Hein. Vous en pensez quoi? Bah, on verra, Dites-nous un ouais. peu. Ouais. Moi, pour l'instant, je me fais pas trop de soucis. Voilà pour ça. Sur le contre-la-montre par équipe, ah oui, alors juste, hein, on l'a dit, sur le Tour de France, ça sera différent. Il y aura les difficultés seront sur la fin. Et moi, je voulais quand même dire qu'il y avait moins de dénivelé. Même rapporté au kilomètre, hein, ça sera sur le Tour de France 19 km avec 231 mètres de dénivelé, alors que là on avait 28 km avec 402 mètres de dénivelé, donc comme on l'a dit, beaucoup de dénivelé dans la première partie qui ne favorisait pas les rouleurs. Tout à fait. Voilà. Je te propose juste avant de finir, voilà, on a vu que vous nous posiez pas mal de questions, on avait pas mal de remarques concernant Olaf Koy sur le Tour de France. Alors, moi je voulais exprimer mon avis et vous dire pourquoi, selon moi, il sera pas au Tour de France. Vas-y. Pour moi c'était plutôt clair, hein, pour nous même, hein, Nathan, tu me dis si je dis pas de bêtises, c'était plutôt clair qu'il y serait pas, donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément étalé, mais là je vois que c'est pas forcément clair pour tout le monde, donc moi je vais expliquer ce qui me fait dire ça. Déjà, Olaf Koy, moi je trouve que c'est le meilleur sprinter étranger dans une équipe française depuis très longtemps. C'est peut-être justement AG2R avec Kirsipiu ou Chauve, hein, mais sinon on a eu beaucoup de sprinters qui sont venus dans les équipes françaises en fin de carrière, etc. Non, là il y a un vrai sprinter qui est en début de carrière et qui est pas là en pré-retraite. Donc c'est un gars que on est super content d'avoir dans une équipe française. Maintenant, moi mon premier argument c'était de dire on peut pas viser sur tous les tableaux. Et aujourd'hui, après notamment son Tour du Pays Basque, Paul Sexas jouera le podium sur le Tour de France. Le podium, il jouera pas un top 5, il jouera pas un top 10, donc voilà. Et c'est pour ça, quand tu joues le podium, eh ben tu peux pas. Il faut être focus sur un objectif et éviter de se disperser. Je vous ai mis un petit short, notamment sur comment la Visma Leasebike, ex Jumbo à l'époque, a perdu le Tour de France 2020 parce qu'il se disperse justement. Donc n'hésitez pas à aller voir si c'est pas déjà fait. Donc voilà, on sait que, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, à une époque Sky ils envoyaient juste Cavendish comme ça sans lanceur, mais c'était pas pareil. Cavendish c'était déjà un gars qui était qui avait une cote, voilà là, et qui pouvait se débrouiller tout Et les seul. trains étaient moins importants à l'époque aussi. Aussi, tu fais bien de le dire. Et il y avait 9 coureurs dans l'équipe aussi. Là, il y en a plus que 8 maintenant. Donc voilà. Aujourd'hui, en tout cas, dernier exemple en date, hein, sur le Giro, on en a parlé, mais Lidl, alors ils s'en sortent avec une victoire d'étape, le maillot grimpeur. Au final, tu regardes le bilan, bon, ça passe, mais bon, ils ont perdu le maillot rose, alors que avec une équipe correcte, tu connais, ils auraient gagné plus, enfin gardé plus. Et ils n'ont pas pu amener Milan comme il faut. Donc au final, ils ont fait les deux objectifs à moitié. Voilà, bon, tu joues le podium, tu mets ton équipe au service du podium, point. Bah oui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah, Decathlon, ils n'ont pas besoin de victoire. Ils sont 4e au classement UCI cette année, ils ont bien performé déjà. Paul Sexas va attirer du monde, il y aura de la visibilité, ce qui est important pour les partenaires à moyen terme. Ils ont pas, s'ils gagnent pas d'étape, c'est pas grave. Voilà. Ouais, et puis ça leur empêche pas de gagner des étapes en échappée. Alors oui, c'est possible, mais je veux dire, si tu mets Olaf Koy, certains disaient ça va lui délester de la pression, machin. Ça, Parce c'était vrai au que début de saison. Quand il ah avait oui, pas, quand il avait pas fait deuxième d'Estrade Bianchi,
quand il n'avait pas gagné la Flèche Wallonne, quand il n'avait pas atomisé le Tour du Pays Basque. Là, j'ai été d'accord avec vous en disant que mettre Olafkoy, ça serait une roue de secours finalement, un moyen d'attirer le public international sur la décathlon en disant bah, notre leader, enfin notre porte-étendard c'est Olafkoy, et puis on a Paul Sexas dans un deuxième temps pour jouer le classement général. Sauf que là la Oui, à l'époque, situation s'est inversée et c'est le classement général la priorité. oui, et puis à l'époque, c'est que ça, il n'avait pas ce statut qu'il a aujourd'hui. Ben c'est Aujourd'hui, il ça. a changé de dimension. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si tu mets Olaf Koy, tu es obligé de mettre du personnel pour l'accompagner en montagne. Donc tu peux. Parce que voilà, il faut qu'il reste avec le groupe Eto. Donc il faut avoir au moins un chaperon, hein, si un jour il est un peu en difficulté. Et voilà. Donc pareil, ça réduit ta focalisation sur le classement général, là encore. Exactement. Et, euh, et surtout, c'est un choix facile parce que Olaf Koy a pas couru cette année en World Tour. Il a mis son premier dossard de l'année il y a 2 semaines. Bon, 2 victoires, ok, Sur les boucles boucle de de la la Mayenne, Mayenne, très bien. Mais Tour de France, c'est autre chose. Tour de France, t'as tout le monde qui arrive en forme. Faut s'accrocher pour faire groupe Eto. Alors eux, peut-être Decathlon, ils ont des datas qui permettent de dire bon, il va y arriver, il est en forme, etc. Moi aujourd'hui, je suis pas du tout confiant pour lui qu'il soit prêt à participer au Tour de France, hein. Et pour revenir au fait qu'on lui avait promis, parce que c'est vrai que quand il part de la Visma pour aller chez Decathlon, c'est pour faire le Tour de France. Mais bah oui. c'est un grand professionnel, j'ai pas de doute là-dessus. Et comme tout le monde, il doit être conscient de ses qualités, de ses faiblesses et de l'objectif de l'équipe. Donc il doit être conscient qu'il y a un Paul Sexas qui arrive. Comme je dis, ça aurait été bien, je sais pas si l'équipe l'a fait, mais de communiquer quand on a vu que Paul Sexas montait en... Enfin, gagner pas mal de courses là, sur le Tour des Pays-Basques notamment, changer de statut, communiquer progressivement avec lui pour lui dire bah attention là, il y a moyen qu'on amène une équipe autour de Paul Sexas. Et lui, il n'y a pas de raison de pas accepter par rapport à son début de saison, quoi. Parce qu'il a été Mm. blessé, voilà, c'est exigeant, hein. On n'est pas en train de récompenser un gars pour ce qu'il a fait les 2 années à venir, on est en train d'essayer de mettre la meilleure équipe pour performer sur 3 semaines. Donc voilà. Moi, c'est tous Bah, je ces pense que arguments qui me... Ouais, vas-y, dis-moi ce que tu en penses de ce je que je pense viens que de décrire. t'as tout dit, hein. C'est exactement comme ça que devrait réfléchir Decathlon. Et puis je pense que ce qui a fait mal à Olaf Koy, c'est l'explosion de Tobias Andresen aussi, qui a pris sa place comme leader des sprints sur ce début de saison, finalement. C'est lui qui a brillé, alors que Mhm. normalement, ça aurait été le poisson pilote sur le Tour de France pour Olaf Koy. Bah, je suis d'accord que s'il avait gagné les victoires d'Andresen, La je serais question un se peu serait plus moins sûr de posée. moi. Ouais, ouais. Mais là, moi, j'ai pas trop de doutes. Et en plus, voilà, les rumeurs qui courent depuis la semaine dernière, moi, ça a fini de me convaincre. Parce qu'on essaie d'infuser comme ça des rumeurs pour que voilà, les gens commencent à s'y faire, en fait. Et au final, quand l'actualité sort, bah, il y a personne qui est surpris, tu vois, il n'y a pas de buzz. Bah oui, bah, c'est logique. Enfin, il Bah n'y a pas de oui. surprise. Oui, il a mis 3 dossards sur 3 jours en Mayenne. C'est normal qu'il fasse pas le Tour Et de puis, France. le truc que je voulais rajouter, moi, c'est qu'on se pose pas la question pour Pogacar, pour Vingegaard ou pour Remco, ou pour Lipovic même, parce que Remco, on ne sait pas trop. Mais finalement, pourquoi Vingegaard s'est débarrassé d'Olaf Koy? C'est parce que Olaf Koy avait aucune chance d'arriver sur le Tour de France avec Jonas. Alors que là, ok, il aurait dû faire le tour, mais finalement, il n'avait pas prévu que Paul Sexas prendrait le statut d'un Jonas ou d'un Tadej. Mhm.
Oui, non, mais t'as raison, hein. T'as tout à fait raison. Là, si Paul Sexas vise le même statut que Vingegaard, enfin, en tout cas, sur le prochain Tour de France, rivaliser avec Vingegaard, eh ben, il faut se donner les mêmes moyens que lui, et donc avoir une équipe à son service, hein, effectivement. Et puis, voilà, tu t'adaptes aussi à ce que tu as vu depuis le début de l'année, hein. Tu pars avec des objectifs en janvier, mais ces objectifs évoluent Et toujours heureusement. oui, bah oui, parce que si tu restes focus à mettre un mec qui est à moitié malade, tout ça parce que tu avais dit en janvier qu'il fallait le mettre sur le Tour de France, bah, sur le Tour de France, il va pas faire grand-chose, hein. Bah, c'est Pas ça. dit qu'il passe les Pyrénées même, hein. Mm. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à C'est dire notre avis. là-dessus. Voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Voilà. On se fera un Ou plaisir d'y répondre. Voilà, on se fera un plaisir d'y répondre, effectivement, ou à nous dire que vous êtes pas d'accord, ou d'accord, ça nous fait plaisir aussi. Ça peut arriver. Ouais, on sait jamais. Peut-être qu'on dit pas que des conneries. N'hésitez pas à vous abonner, et puis on sera là pour débriefer le reste du Dauphiné, enfin Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes ex-Dauphiné. Et allez Mhm. Paul, On est on est dans dans ta ta roue. roue.